Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de participer à ce rendez-vous du CAS qui porte aujourd'hui sur cet ouvrage, Deux économistes face aux enjeux climatiques. Il s'agit d'un ouvrage qui nous apparaît particulièrement mérité de faire l'objet d'un de nos échanges traditionnels. D'abord parce que le sujet est un sujet majeur, il s'agit du réchauffement climatique, un sujet que nous essayons d'observer, de traiter, de débattre de manière continue au Centre d'analyse stratégique à l'initiative du département de développement durable en particulier, et surtout parce que ce livre est écrit par deux personnalités que nous avons beaucoup de chance de réunir aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'une part de Roger Guenry, professeur au Collège de France, où il occupe la chaire Théorie économique et changement social depuis 2000. Il est également directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Ses travaux portent sur un spectre assez large de la théorie et de la politique économique, mais on lui doit une attention particulière à la question du changement climatique. Et sur ce sujet, il est notamment l'auteur d'un rapport du Conseil d'analyse économique paru en 2003, Kyoto et l'économie de l'effet de serre, ainsi que de plusieurs ouvrages comme « Combattre l'effet de serre nous mettra-t-il sur la paille ?» l'une des nombreuses questions auxquelles nous espérons avoir la réponse ce soir. Et Nicolas Stern, qui est le I.G. Paddle Professor of Economics and Government à la London School of Economics. Il est président du Grantham Research Institute sur le changement climatique et l'environnement. Il a été professeur à Oxford, au MIT, à l'École polytechnique, à Warwick, et professeur invité à l'Université du peuple de Chine et à l'Indian Statistical Institute. Même au CAS, on a l'habitude d'avoir des CV assez longs, celui-là est quand même très impressionnant. Il a été par ailleurs titulaire de la chaire annuelle Développement durable, environnement, énergie et société du Collège de France, économiste en chef à la Baird, et on me note, et donc c'est important, qu'il a été anobli par la reine d'Angleterre, donc une personnalité très importante, qui est surtout connue du grand public pour avoir dirigé l'étude de référence sur l'économie climatique, connue sous le nom de Stern Review, et qui est sortie en 2006 et qui, encore aujourd'hui, est souvent citée. Nous avons beaucoup de chance de les recevoir tous les deux, deux personnalités de ce niveau pour nous parler du changement climatique ce soir. Et je dois dire que le public des rendez-vous du CAS ne s'y sont pas trompés, puisque, je vous le disais en aparté il y a quelques minutes, nous avons battu tous les records de nombre de participants, enfin de personnes qui souhaitaient participants. On a atteint assez vite la limite des places disponibles. Pour ceux qui ne sont pas présents, et je m'en excuse auprès d'eux, j'espère que certains d'entre eux sont devant leur écran, puisqu'il est également possible de suivre en direct la présentation de ce soir, comme nous le faisons régulièrement pour les rendez-vous du CAS. Le réchauffement climatique est une réalité que la plupart d'entre vous connaissent. Nous produisons du gaz à effet de serre en quantité trop massive pour qu'il se dissipe dans l'écosystème, et le résultat, par l'effet de serre, est une augmentation des températures moyennes avec des effets qui sont susceptibles d'être considérables, puisqu'on estime que sur la base des tendances actuelles, on pourrait aboutir à une augmentation de la température de 4 ou 5 degrés. Alors 4 ou 5 degrés, ça ne paraît pas beaucoup parce qu'on se dit quand il y a 5 degrés de plus, bon, on n'est pas tellement plus mal que quand il y a 5 degrés de moins, mais évidemment 4 ou 5 degrés à l'échelle de la planète, cela signifie des effets potentiellement redoutables sur les équilibres, le fond des glaces, l'augmentation du niveau de la mer, sur les déplacements de personnes qui seraient chassées par la montée des eaux, sur la baisse des rendements agricoles, le manque d'eau douce et éventuellement la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes tels que les tempêtes, les sécheresses, les tsunamis. Et ce sont des risques qu'il faut prendre particulièrement au sérieux pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils toucheront en premier lieu des pays en développement, qui sont déjà confrontés à des températures plus élevées que les pays prospères et qui tout simplement n'ont pas les capacités d'adaptation que peuvent avoir les pays développés. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes qui entourent ces phénomènes. Alors, paradoxalement, c'est précisément parce qu'il y a des incertitudes que ce qu'on appelle communément les climato-sceptiques disent « mais comme c'est incertain, attendons d'être sûrs pour agir », alors que la position de la plupart des scientifiques, et celle que nous essayons de défendre en particulier au Centre d'analyse stratégique, c'est que c'est précisément parce qu'il y a des incertitudes qu'il faut être plus prudent et prendre les mesures qui peuvent éviter d'avoir les risques les plus grands qui sont attachés aux fourchettes de ces incertitudes.
Toutes ces raisons font qu'il y a évidemment des discussions depuis longtemps sur les mesures susceptibles d'être prises pour arriver à l'objectif que sont fixés les grands pays développés, qui est de ne pas dépasser 2 degrés supplémentaires d'ici la fin du siècle, ce qui est la limite communément admise pour ne pas avoir de changement trop catastrophique ou trop significatif dans notre écosystème. Mais évidemment, il n'est que de lire la presse, les comptes rendus des sommets internationaux, pour savoir combien cet objectif paraît aujourd'hui difficile à atteindre. La vertu de ce livre, c'est de traiter de manière très claire ces enjeux sous tous leurs aspects, quels sont les risques, comment est-ce qu'on peut arriver à les mitiger, quelles sont les solutions qui permettent d'être les moins contraire possible à d'autres objectifs que l'on peut fixer, au premier chef la croissance, et en particulier dans un contexte où la crise économique, d'une part, il faut bien le dire, a plutôt eu pour effet de modérer les émissions, mais par ailleurs, et ça c'est une conséquence beaucoup plus dangereuse du point de vue du réchauffement climatique, a aussi eu pour conséquence que même certaines personnes qui commençaient à s'en soucier disent « Ah mais attention, maintenant c'est la crise, il y a des sujets beaucoup plus graves », et donc finalement ça a aussi fait reculer en partie certaines préoccupations liées au changement climatique. J'en dirai pas plus parce que vous allez nous présenter votre ouvrage. Je ne peux que espérer que ceux qui vont vous écouter auront ensuite l'envie de lire cet ouvrage, qui se lit rapidement, mais qui comporte énormément de réponses, au-delà même de celles qui seront apportées ce soir. Mais sans plus attendre, je vous laisse la parole en vous remerciant à nouveau d'être parmi nous ce soir pour cette présentation. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup d'être là, ça fait plaisir parce que quand mon éditeur m'a dit mais si vous aviez fait un livre qui s'appelait « Deux économistes face aux enjeux de la crise », ça aurait été beaucoup mieux comme titre. Donc je suis heureux que les enjeux climatiques intéressent. Comme ce livre, en fait, je vais dire un petit mot sur ce livre et sur sa genèse. C'est un peu... Il a commencé d'abord par des conversations à bâton rompu, suite à la visite que Nick Stern avait fait au Collège de France en 2010. Et nous avons continué, ces conversations à bâton rompu se sont transformées en notes qui ont été mises en forme et finalement on a un ouvrage qui a été publié il y a quelques semaines par Le Pommier. Grosso modo, on avait compris qu'on était ici pour répondre aux questions, mais qu'on devait faire une petite introduction. Alors, ce qu'on a décidé de faire, si ça vous paraît convenable, c'est que sur chacune des parties, Nick et moi-même donnions un bref aperçu de quelques minutes, et qu'ensuite on ait une discussion générale, si ça vous paraît la bonne chose. Alors, le premier donc moi, je vais d'abord dire quelque chose sur ce qui est la première partie, qui est consacrée à l'analyse de la politique climatique et sa lecture par les économistes. Et le premier problème qu'on aborde, sur lequel on discute, d'ailleurs, comme vous le verrez si vous lisez le livre, si vous l'avez déjà lu peut-être, on n'est pas toujours tout à fait d'accord, encore que ce soit beaucoup amélioré entre le début et la fin. Mais on a trouvé des positions un peu médianes sur un certain nombre de points sur lesquels on a des désaccords. Mais il y a parfois des escarmouches à fleuret moucheté qui sont détectables éventuellement. Donc le premier problème, c'est la réalité du risque climatique. Alors Nicolas, il faut que je t'appelle Nicolas parce que Nick, ça fait un peu trop familier, non? Lord Stern, je voulais dire. 35 ans. Oui, mais il y a 35 ans, on ne discutait pas de climat, on discutait de rugby, c'est différent. Vous êtes beaucoup plus... Quand on discutait de rugby, ça allait beaucoup mieux parce que Nick étant optimiste pensait que c'était l'Angleterre qui allait gagner. Moi étant pessimiste, je pensais que c'était l'Angleterre qui allait gagner, donc on était d'accord. Voilà, donc premier problème, la réalité du risque climatique. Naturellement, là-dessus, on se tourne vers les climatologues. Nous ne sommes pas climatologues, nous sommes économistes, nous l'assumons dans le titre, je crois. Et que nous disent-ils
Par exemple, qu'est-ce qui va se passer si, en 2100, il y a un accroissement des gaz à effet de serre qui conduit à tel niveau, 650 parties par million en volume, par exemple, que va-t-il se passer? Bien là, il faut bien voir qu'il y a la physique de base, hein, celle qui avait été pressentie par Joseph Fourier, qui a été ensuite confirmée par Kinley, Arrhenius, etc. La physique de base, elle n'est pas ambiguë du tout. Hein. Il n'y a pas énormément de discussion, il suffit d'appliquer des formules relativement simples pour savoir ce qui va se passer. Pourquoi il y a problème? Parce qu'il y a ce qu'on appelle, pourquoi y a-t-il un débat scientifique? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les fameuses rétroactions. C'est-à-dire qu'à partir du niveau initial de réchauffement associé à un accroissement des gaz à effet de serre, hein, qui piège donc le rayonnement et qui font qu'il n'est pas renvoyé dans l'espace, à partir d'un certain niveau, de réchauffement, il y a un accroissement de la production de vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre. Deuxièmement, autre phénomène, il y a la réflexion du soleil, la réflexion solaire, l'énergie réfléchie par les glaces devient moindre parce que les glaces fondent. Ça s'appelle l'albédo, etc. Alors, sur ces phénomènes, il n'y a pas de formule simple qui donne le résultat. Si on veut savoir ce qui va se passer, il faut essayer de construire des modèles. Ça s'appelle des modèles climatiques. On met des gros ordinateurs. On découpe l'espace en petits cubes de, 100 km de côté. Et puis, on simule jusqu'à 2200 ou 2300. Ça, ce sont les modèles climatiques. Alors, contrairement à ce qui se passe avec la physique de base, les modèles climatiques donnent des résultats assez différents. C'est d'ailleurs un des points faits je crois qu'il est dans le rapport Stern, hein, comme vous l'avez dit, il y a eu un écho mondial. Hein. Dans le rapport Stern, l'accent est vraiment mis sur cette variabilité des résultats. Et il s'agit, par exemple, pour un scénario donné, plus 4 degrés en moyenne, ça va aller de 2 jusqu'à 6,5. Et cette variabilité, c'est une donnée. Et elle résulte d'une incertitude scientifique. Elle ne résulte pas d'une mauvaise volonté des climatologues ou du fait qu'ils trichent, qu'ils ne font pas bien leur métier. C'est une vraie incertitude scientifique. Et cette incertitude scientifique, on veut la prendre en compte et il faut la prendre en compte. Et naturellement, la question qui se pose, c'est est-ce que le fait que les choses soient incertaines, c'est ce que vous avez suggéré tout à l'heure, est-ce que c'est un argument pour ne pas agir, attendre et voir, hein, ou est-ce qu'au contraire, c'est un argument pour agir? Alors que, comme Nick va peut-être y revenir, etc., il y a des tas de raisons, en particulier l'irréversibilité des phénomènes, qui font que ça nous paraît une raison pour agir. Et dans le livre, je vais peut-être reprendre l'exemple que je prends, qui vaut ce qu'il vaut, mais si vous trouvez au sommet d'un col, enneigé avec votre voiture, hein, et puis on vous dit dans la descente, là, faites attention, dans le 5e virage, il y a une plaque de verglas extraordinairement dangereuse. Vous ralentissez avant d'arriver au 5e virage, c'est à peu près clair. Maintenant, on vous dit, vous êtes au même endroit, on vous dit, dans le 5e virage, il y avait hier une plaque de verglas extrêmement dangereuse. Alors avec le redoux, il y a peut-être une petite chance qu'elle ait fondu, hein, mais c'est quand même pas. Il y a quand même beaucoup de chances qu'elle soit là. Vous ralentissez un peu de la même façon. Ça, c'est un peu l'argumentaire de précaution, hein, le principe de précaution valide et légitime. Alors, l'argumentaire pour l'action est aussi étayé par le calcul économique standard, c'est ce qu'il y a dans le rapport Stern. Il y a toute une série de coûts de dommages marchands, l'effet sur les récoltes, l'effet sur les inondations, les événements extrêmes, la montée du niveau des eaux, qui sont relativement quantifiables. Et puis il y a des choses plus difficilement quantifiables, donc qui nous font sortir un peu du calcul économique stricto sensu. Hein, c'est les souffrances des individus, les souffrances des réfugiés climatiques, qui pourraient être des centaines de millions, voire plus, etc. Les souffrances des sociétés d'accueil, les conflits qui peuvent en résulter. Ça sort un petit peu du cadre économique strict. Hein. Et puis, il y a aussi l'idée dans laquelle il y a une dimension éthique. Hein. Il faut s'occuper de nos enfants, mais aussi de nos petits-enfants, au sens, faut-il leur laisser une planète en bon état? Alors, il y a un argument économique standard qui consiste à dire c'est pas la peine de faire des gros efforts pour nos petits-enfants, de sacrifier pour eux, parce qu'ils seront beaucoup plus riches que nous. Alors, premièrement, c'est pas du tout sûr. Et deuxièmement, leur laisser une planète en bon état, c'est vraiment le cadeau qui a le meilleur rapport qualité-prix qu'on puisse leur faire.
parce que c'est quelque chose qui sera très important pour eux, en particulier s'ils sont plus riches, parce le bien-être sera diminué. C'est le cadeau le plus important pour eux et qui nous coûte pas plus qu'un autre. Donc je crois c'est un petit peu un résumé de l'argumentaire. J'espère que j'en ai pas trop dit. À toi, Nick, et que tu ne contrediras pas de cadeau. Merci beaucoup, Vincent. Merci, Roger. Je peux t'appeler Roger après 35 ans. Hein? J'ai le droit. Alors, d'abord, je devrais excuser mon français. C'est un français de l'école. Et de temps en temps, je tourne à Roger pour m'aider ou me corriger. Roger a déjà parlé... il était très clair que c'est un sujet d'aménagement du risque. Ça, c'est au centre. Mais à mon avis, immensité de risque, c'est pas bien compris dans la discussion publique. Même c'est très bien modélisé par les économistes. Il faut penser un moment sur l'immensité de risque. Si on suit les politiques de Fieldo, ou business as usual en anglais, on risque à la fin de siècle les niveaux de concentration de CO2 équivalents vers 750 parties par million. On est déjà à presque 450. On ajoute 2,5 ou 3 par an, ça monte. Alors, 100 ans comme ça, peut-être vers 750. Ça donnerait les probabilités d'être en excès de 5 degrés au-dessus du 19e siècle, vers 40 ou 50%. On ne peut pas être précis, mais ça c'est énorme. On n'était pas là à 4 ou 5 degrés au-dessus du 19e siècle depuis presque environ, on ne peut pas être précis, mais environ 30 millions des ans. Nous sommes ici comme Homo sapiens, peut-être 200 000. Et 30 millions. On n'a pas vu sur cette planète. 5 degrés au moins de maintenant. On a vécu assez récemment à 10 000 des ans l'âge glaciaire. Les gens ne peuvent pas vivre plus nord que Londres. Vous m'excusez mon critère de latitude. Hein? Mais la chose la plus importante, c'est que ça change où on peut vivre. Peut-être à ces niveaux de température, le sud de la France serait un peu comme le Sahara. Beaucoup des parties du monde sera éventuellement sous l'eau. On dit moisson, monsoon, les moussons de l'Inde pourraient être changés complètement. Ces moussons déterminent où se vivre 3-4 millions. 3-4 millions. 3-4 millions des gens. 300-400 millions des gens. 300-400 millions des gens. Vous voyez que ces températures peuvent changer où on peut vivre. Alors, il peut displacer plusieurs 100 millions de gens, parce que peut-être les milliards de gens. Si on voit les mouvements de gens de ce magnitude, ça donne les conflits et les guerres. Et les raisons pour le mouvement et les raisons pour les guerres passent pas vitement. Ça continue. Alors, ce sont les dangers. Ce sont les dangers indiqués par les gens de science.
Et il faut penser sur le problème dans une manière comme ça. À mon avis, le problème le plus fort dans ces discussions, même dans les modélisations des économistes, c'est on reconnaît pas l'immensité des risques. Je peux illustrer. Dans le modèle de notre ami Bill Nordhaus, il a les coûts des accroissements de température modélisés comme réduction de PIB. Dans ce modèle de Bill Nordhaus, beaucoup utilisé, même par le FMI, il y a un coût de 18 degrés centigrades. On est tout mort à ce moment, mais à 18 centigrades, la fonction des dommages, c'est qu'on perd 50% de PIB. Les gens de science ne peuvent pas reconnaître la science dans les modèles utilisés par les économistes. Et à mon avis, ça c'est la chose la plus importante dans la discussion publique. Je pense que les gens politiques ne comprennent pas très bien. On peut dire, mais ils ne comprennent pas très bien. Comme j'ai dit, ce n'est pas dans les modèles de l'économie. Comme Roger a dit, ça change d'une manière fondamentale le sujet d'actualisation. Parce que, comme Roger a souligné, les gens s'entendent d'ici peut-être beaucoup plus pauvres que nous, pour les raisons que j'ai soulignées. C'est pas sûr, c'est l'incertitude, mais on ne parle pas des probabilités minuscules de désastre. Ce sont des probabilités assez élevées. C'est pas comme tu dis en probabilité un espèce de, on dit tail, on dit même mot, la queue épaisse. Ça vient de mathématicien français, M. Mandelbrot. Ok, c'est un mot français. On a les désastres au cœur, mais on a les désastres au centre de la distribution aussi, comme j'ai souligné. Alors, c'est pour ça que, à mon avis, les discussions sont de temps en temps un échec, parce que les gens disent, encore de température, et on peut changer les choses, on peut adapter. Peut-être c'est un peu difficile, mais on va découvrir les solutions. À mon avis, c'est pas la manière correcte d'analyser les problèmes. Alors, le chapitre, le premier, il y a seulement 3 chapitres, c'est un livre très court, mais c'est 2 sujets, sur le sujet là. Je voudrais souligner, comme Roger a expliqué brièvement, il y a les grands dangers de délai. Parce que de temps en temps, si on parle d'incertitude, on peut dire, on attend, peut-être c'est un peu plus clair 20 ans d'ici. Et de temps en temps, ça peut être correct. Mais dans cet exemple-là, c'est très dangereux. Parce que c'est un processus de flux-stock. Les émissions par an, c'est les flux, et les concentrations, c'est les stocks. C'est un processus de flux-stock et c'est très difficile à retirer le CO2. Alors c'est pour ça le délai, c'est très dangereux. Mais en même temps, si on pense des investissements, l'infrastructure, on a l'infrastructure investissement ici que peut durer pour 30-40 ans. Si on fixe le niveau de carbone dans les capitaux, dans l'infrastructure, c'est aussi un danger de délai. Il y a là 2 raisons. Il y a un grand danger de délai. Et ça, c'est absolument central de l'argument. Et à la fin, est-ce qu'on dit la roulette russe? C'est un concept ici. Et tout le monde a entendu le concept de roulette russe, oui.
Est-ce qu'il y a ici les gens qui ont joué Non? Et pourquoi pas? Parce que c'est stupide. Oui. Et si on a le choix entre 2 balles entre 2 balles et 1 balle, on fait le choix de 1 balle. Alors ça c'est la position, ça c'est la gestion des risques immenses. Merci. On est à la fin de la première partie. Et on continue. On continue et je propose que tu continues Okay. sur, Okay. sur le deuxième chapitre qui doit s'appeler les politiques climatiques. Okay. Alors, chapitre 2. C'est sur... Climatique nationale et régionale. Oui, oui. C'est-à-dire, c'est l'analyse un peu formelle, mais pour le moment, on ne parle pas des problèmes internationaux. Ça, c'est la distinction entre chapitre 2 et chapitre 3. Alors, on a parlé des risques. Alors, quoi faire? Il faut couper dans une manière très radicale les émissions par rapport à output du PIB. Combien? Si on voudrait avoir une chance 50-50 pour régler à 2 degrés, il n'y a pas de certitude dans ce sujet. Mais si on a envie d'une chance 50-50 pour contrôler à 2 degrés, il faut réduire les émissions dans les 40 ans suivants par un facteur de 2,5. Il faut réduire de 50 gigatonnes CO2 équivalent à ce moment jusqu'à un niveau au moins de 20. Alors, 2,5, il faut diviser des émissions absolues. Alors, si on a des bons politiques, on peut imaginer que, si on suit les politiques de commissariat du plan, on peut imaginer une croissance de PIB du monde, un facteur de 3. On peut multiplier par 3 en 40 ans. On peut imaginer les autres choses, mais pour le moment, on imagine un facteur de 3. Alors, il faut diviser les émissions par rapport du PIB par 3 multiplié par 2,5. Il faut diviser l'intensité des émissions par rapport à PIB par un facteur de 7 ou 8. Alors, il faut comprendre la magnitude de réaction nécessaire. Mais ça, il faut imaginer une révolution industrielle. Alors, un grand changement technologique. Et c'est partout. Agriculture, industrie, électricité, les forêts, etc. Si on a envie de diviser par 7 ou 8, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas toucher le secteur-là ou le secteur-là, parce que comme ça, on ne peut jamais arriver à diviser par 7 ou 8. Alors c'est un changement pour toute l'économie. Mais on peut voir ce qu'on peut faire en construction, industrie, agricole. On peut donner les exemples, on peut offrir une description de ce qu'on peut faire. Déjà, et on va découvrir beaucoup de choses, on dit chemin faisant. Alors, si on pense du problème de changement comme un changement dynamique comme ça, si radical, ça devient attractif. Parce que si on voit les dernières vagues de changement technologique, on voit 2-3, on dit décennies, decades? Décennies, 2-3 décennies d'innovation, investissement, croissance. Bien sûr, il y a dislocation. On peut dire, il y a ils ont dit en anglais, blood on the carpet. Il y a le soin sur le tapis, oui. Blood,
5. 100. Il y a le 100 sur le tapis. Souvent sur les murs, mais c'est pareil. Ah, c'est le mur. Ah oui, c'est 100 sur les murs. En anglais, c'est sur le tapis. Parce que si on... On ne peut pas avoir une révolution sans dislocation. Ça, c'est le point. Mais quand même, ce sont les périodes de croissance les idées. On peut découvrir beaucoup de choses. On peut imaginer, on peut compter les vagues comme 5. On peut imaginer à la fin du XVIIIe siècle, le changement des textiles. Oui. Il y a probablement 2 dans le XIXe siècle. On a les chemins de fer, on a un peu plus tard l'acier, etc. En électricité, en XXe siècle, on a l'automobile, mass production, production masse au commencement du XXe siècle, on a les informatiques à la fin, ça continue. On peut compter, la description que j'ai offerte, c'est de Christopher Freeman, il a compté 5 vagues, il est historien de l'économie de technologie. Quand même, si on pense de 5 vagues comme ça, on voit les 2-3 décennies de croissance, innovation, etc. Alors, il y a les similarités, mais il y a les différences. Et il y a une différence très importante ici, c'est que cette révolution demande les politiques publiques. Il demande un prix de carbone ou les régulations. Ça ne peut pas arriver sans ça. Mais ça ce n'est pas le seul échec de marché. Il y a plusieurs d'autres qui sont très importants. Deuxième, il y a recherche et développement et les biens publics des idées. Il y a les réseaux. Les réseaux sont très importants. Le transport public, la transportation de l'électricité. Il y a plusieurs réseaux qui sont importants dans ce cas-là. Alors c'est un troisième échec de marché. C'est une troisième chose qui demande action publique. Ce n'est pas la même chose de secteur public, mais ça demande les politiques. Il y a les marchés de capitaux à long terme et le risque qui ne marchent pas bien. Cinquième, il y a toutes les choses d'information parce qu'il faut découvrir, il faut que les gens soient qu'on peut faire, et ça, c'est pas très clair, il faut comprendre. Et il y a, on dit en anglais co-benefits, les co-bénéfices, on parle de sécurité d'énergie, la biodiversité, etc. Alors, il y a, à mon avis, au moins 6 échecs de marché où il faut les actions publiques, il faut les politiques. Bien sûr, il faut commencer avec un prix de carbone. Mais on ne peut pas arrêter quand on parle des politiques nécessaires. Il faut que, si on peut dire, un sens de direction clair. Ça, c'est un problème, par exemple, en Angleterre, à ce moment. Alors, je dis, peut-être un peu plus tard, il faut parler d'Angleterre, parce que les Écossais peuvent répartir, mais on parle de Royaume-Uni. Il y a un problème qu'on a annoncé l'intention de trouver un chemin sobre en carbone, mais il y a les contre. Il y a les gens dans la partie conservative qui sont contre. Il y a les politiques entre le Chancellor of the Exchequer, le ministère des Finances, et le Premier ministre. Il y a les batailles entre le ministère des Finances et le ministère de l'Énergie et des changements climatiques. Si on a les batailles politiques comme ça, les gens qui doivent faire les investissements du secteur privé, plus ou moins, ils hésitent.
Et on a un problème maintenant en Angleterre parce qu'on ne peut pas générer l'investissement parce que les politiques ne sont pas très claires. Et ce n'est pas le seul pays où c'est vrai. Alors, j'ai dit qu'on peut analyser, comme les économistes publics, comme Roger et moi, on peut analyser les échecs de marché, ce qu'il faut faire. Mais c'est une grande difficulté ici, c'est d'être clair. Si on a un changement pour 30 ans, 40 ans, c'est un grand problème de clarité. Alors, il y a aussi un problème pour les gens maintenant, je fais un lien entre chapitre 2 et chapitre 3. On parle des problèmes de compétitivité. Si on a les actions d'un PIA, mais non en PIB, peut-être on voit le mouvement des industries. On parle de ça un peu plus tard, mais à mon avis, un des politiques au niveau national peut être les ajustements frontières. C'est pour si on a un autre pays qui donne les subventions, il y a une subvention, pas mettre un prix de carbone, c'est une subvention d'une activité sale. Alors si les autres offrent les subventions pour les activités sales, on est justifié. C'est très clair dans l'économie de la théorie économique. On a le droit c'est correct d'avoir un ajustement frontière. Alors, ça c'est un des politiques de cette histoire, mais on parle un peu plus de ça dans le chapitre 3. Roger. Alors, moi, je vais faire je vais faire 2 chapitres en même temps et tu termineras par le 3. Moi, je vais parler un petit peu du 2 et un petit peu du 3. Hein. Donc, oui, j'enchaîne. Alors, finalement, on prend bien le temps qu'on avait dit. Donc, les politiques climatiques. Hein. Alors, la question, c'est comment réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y a une dimension qui a été longuement évoquée par Nick, qui est le soutien à l'innovation, et le soutien à l'innovation à l'économie sobre en carbone. Donc c'est tout comme tu le dis, c'est tout un chantier, et c'est un chantier qui fournit des espoirs de changer de décarboner cette économie. Et par ailleurs, c'est évidemment un chantier très important. Hein. Juste à ce propos, je voudrais dire que on a souvent parlé de double dividende pour les politiques climatiques. Et on nous a dit qu'il y aura un double dividende parce qu'on aura un meilleur climat, ou pour les politiques environnementales, on aura un meilleur environnement et on aurait en même temps une fiscalité qui serait meilleure. J'ai un certain scepticisme sur le double dividende en matière de fiscalité. Je ne dis pas que ça ne peut pas exister réellement, mais bon, on peut avoir un certain scepticisme. Par contre, là où il y a un vrai dividende en matière de politique environnementale, c'est en matière de production d'innovation. Les politiques environnementales, si elles sont bien conçues, vont nous aider à produire de l'innovation et de l'innovation utile. Et ça, c'est un vrai double dividende, c'est un double dividende fort. Alors maintenant, comment réduire les émissions de gaz à effet de serre, évidemment en changeant les techniques, mais pourquoi changer les techniques? Quelles incitations faut-il donner aux gens? La question est plus générale, quelle que soit la pollution envisagée, comment faire pour la réduire? Alors en fait, il y a 2 manières de procéder. Je ferai peut-être une troisième, mais les économistes n'y croient pas beaucoup. La première, alors qui est ma troisième, c'est convaincre les gens de ne plus polluer. Mais ça ne va en général pas très loin. La deuxième, c'est d'interdire. Alors ça, c'est l'objet de la réglementation. Alors, on utilise la réglementation, par exemple, dans l'ouvrage, on discute de bon usage de la réglementation pour le plomb dans l'essence, par exemple,
ça me paraît un bon usage de la réglementation. Et puis, la deuxième grande manière, c'est de faire payer la pollution. C'est le champ de ce qu'on appelle, dans le jargon, les instruments économiques. Alors, les instruments économiques, il y a évidemment plusieurs manières de faire payer une unité de pollution supplémentaire. Vous polluez, j'ai plusieurs manières de vous faire payer l'unité de pollution. La première, qui est assez étonnante, c'est de vous faire une subvention pour dépolluer. Parce que ça vous fait payer l'abstention à dépolluer. Donc ça vous fait payer la pollution. Naturellement, c'est un peu coûteux pour les finances publiques et à notre époque de crise, ce n'est pas extraordinairement populaire, probablement. Deuxièmement, il y a la taxe. Vous payez en fonction de ce que vous polluez. Alors la taxe, il peut y avoir des exemptions. On peut vous donner un droit à polluer jusqu'à un certain niveau, etc. Et puis la troisième grande catégorie, c'est la mise en place d'un marché de permis d'émission dans lequel, si vous dépassez le quota qui vous a été alloué, alors par exemple, en l'occurrence, par exemple gratuitement, mais ce n'est pas nécessairement le cas, si vous dépassez le quota, vous êtes obligé d'acheter sur le marché des permis quelque chose qui vous donne droit de le dépasser. Alors à nouveau, si vous dépolluez d'une unité, vous gagnez le prix du permis, puisque vous pourrez vendre un permis. Ça vous évite d'acheter un permis, ou ça vous permet d'en vendre un. Alors donc ça c'est les trois grands instruments économiques, enfin les deux grandes catégories d'instruments économiques. Ce qui se passe, c'est que quand on demande aux économistes, alors on en discute dans le livre, etc., à un niveau un peu général, les économistes sont convaincus que la taxe ou le marché, c'est à peu près la même chose. C'est essentiellement la même chose. C'est-à-dire que si le prix du gaz carbonique est 20 € la tonne de CO2, ou si sur le marché, ou si la taxe est de 20 € la tonne de CO2, ça donne des incitations identiques aux agents économiques à faire l'effort de dépollution, à préserver l'environnement. Alors ça, c'est une idée qu'ont les économistes. Et cette idée n'est absolument pas partagée. Elle n'est absolument pas partagée ni par les citoyens, ni par les juristes, ni par les hommes politiques. Elle n'est pas partagée par les citoyens. Par exemple, on a adopté le marché en matière de dépollution d'anhydride sulfureux, de SO2, un gaz sulfureux aux États-Unis. On a créé un marché. Ce qu'on m'a toujours dit, c'est que la raison pour laquelle on avait créé un marché, c'est que les citoyens américains ne mettent pas la taxe. Alors, en France, ce serait le contraire. On a plutôt créé une taxe, mais les citoyens français n'aiment pas non plus beaucoup la taxe, comme on a vu récemment. Donc l'équivalence n'est pas comprise. Alors, elle n'est pas comprise non plus par les juristes ou les politiques. Par exemple, en Europe, on a créé un grand marché qui s'appelle le schéma communautaire de quotas d'émissions, je ne sais jamais comment ça se dit en français, European Trading Scheme en anglais, qui en fait concerne 12 000 entreprises européennes, 1200 en France, qui concerne la moitié des émissions de CO2 en Europe. Et pourquoi a-t-on créé un marché ? Eh bien parce que la raison, plutôt que de mettre une taxe carbone en Europe, qui serait ma préférence pour des tas de raisons. Pourquoi ? Essentiellement parce que si vous créez un marché, vous n'avez pas besoin de l'unanimité, la décision peut être prise à la majorité, et si vous créez une taxe qui, de mon point de vue, a à peu près le même effet, vous êtes obligé d'avoir une décision à l'unanimité. Alors, de la même façon, si vous lisez la décision du Conseil constitutionnel décidant d'annuler la taxe carbone, vous avez quand même le sentiment qu'ils ne comprennent pas. Enfin, on peut se tromper parce qu'évidemment, les juristes ont toujours des capacités rhétoriques qui font que la phrase peut vouloir dire quelque chose de différent de ce qu'on pense qu'elle veut dire, mais on a quand même le sentiment qu'ils arguent du fait que l'industrie ne fait aucun effort parce qu'elle est soumise à un marché dans lequel les permis d'émission sont donnés gratuitement. Alors, ce qui est une erreur, on en parle un petit peu, moi j'ai défendu,
combattu cette idée dans d'autres circonstances. Je crois que ce n'est pas une bonne idée de les donner gratuitement pour toute une série de raisons, mais cette équivalence fondamentale, elle est évidemment pas comprise. Alors, ça ne veut pas dire que... Alors, je ne vais pas dire que maintenant, en matière de politique climatique, le quota ou la taxe, c'est la même chose. Et d'ailleurs, on en débat dans le livre, on n'est pas tout à fait d'accord, on n'est pas totalement en désaccord, mais par exemple, quel argument il y a pour le marché, par exemple, au niveau climatique? Il y a un argument. Quelle est la différence entre le marché? Le marché permet de contrôler la quantité totale d'émissions. Si vous dites, je distribue telle quantité de permis d'émission, l'industrie dans laquelle vous faites ça, le système économique dans lequel vous faites ça, ne doit pas dépasser ce niveau d'émission. Au-delà, il y a des sanctions. Ça vous permet de contrôler la quantité. Alors, par exemple, au niveau de la politique climatique, c'est très important de contrôler les quantités au niveau mondial, les quantités d'émissions. La taxe, elle vous permet de contrôler le prix. Alors, c'est aussi utile de contrôler le prix. Par exemple, c'est utile de contrôler le prix parce que, en particulier, la taxe permet quelque chose de très utile. Elle permet de transférer une partie de la rente des producteurs de combustibles fossiles vers les consommateurs. Donc, il y a tout un débat sur le bon mix de marché et de taxes, qui est d'ailleurs beaucoup plus compliqué que ce que suggère, mais vous le trouverez dans le livre, et on a beaucoup d'autres arguments temporels en particulier là-dessus. Mais voilà, je voulais mentionner ceci. Aussi, sur la politique climatique, et je vais arrêter là, donc en écho à ce qu'a dit Nick et en complément, sur la politique climatique, il faut bien voir qu'il faut être très attentif dans la conception de la politique climatique, parce qu'il y a une dimension extrêmement importante qui est l'interaction entre la politique climatique et l'extraction des carburants fossiles, des combustibles fossiles. Une politique climatique mal conçue pourrait accélérer plutôt que ralentir l'extraction des combustibles fossiles en suscitant des réactions des producteurs qui iraient en sens inverse de ce qu'on essaie de faire. Alors là, je ne vais pas le développer, on en parle brièvement. Ça s'appelle le paradoxe vert, le green paradox, ou die Grünen Paradoxon, si je prends le terme initial de Hans-Werner Sinn. Voilà, donc ça c'est aussi une dimension des politiques climatiques qu'il faut avoir à l'esprit. Donc j'en ai terminé, et on passe à la troisième partie de l'exposé, mais donc je vais commencer la troisième partie et tu termineras, donc qui concerne les négociations internationales. Alors je vais sans doute... alors, le protocole de Kyoto, c'est une tentative extrêmement ambitieuse, mais qui n'a pas fonctionné, qui est avortée relativement. Je crois que tu le diras beaucoup mieux que moi. Et naturellement, ce n'était pas non plus très satisfaisant parce que on aurait aimé, évidemment, idéalement, inclure les pays en développement. Naturellement, les pays en développement vont dire qu'eux, ils ne sont absolument pas responsables de l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, puisque cette accumulation est quand même le fruit de l'industrialisation. Elle est pour l'essentiel due aux pays riches, à la croissance des pays riches, et donc ils ont vraiment des arguments pour se rebeller contre cette idée. Mais en principe, il y avait une manière de les convaincre, qui consistait à leur donner des quotas, des droits d'émission très élevés. Avec des droits d'émission très élevés, ils se retrouvaient en position de vendeurs sur le marché et donc de gagnants aussi système, même s'il était meilleur. Alors, apparemment, ils n'étaient pas très, très tentés. Et pourquoi ils n'étaient pas très tentés? Moi, je crois que c'est pour quelque chose qui rappelle, parce qu'ils se méfiaient des objectifs qu'on leur donnait, parce que c'est des objectifs révisables. Si vous faites bien en première période, on risque de vous demander de faire beaucoup mieux en deuxième période. Et les objectifs révisables, comme le montre la planification soviétique, ça ne marche pas bien. Les entreprises soviétiques, on leur donnait un bonus si elles atteignaient un résultat.
mais elles savaient très bien que si elles atteignaient un bon résultat, le résultat de la phase suivante serait beaucoup plus élevé. Donc il y avait une sorte d'effet de cliquet, donc, qui joue un petit peu et qui empêche probablement d'avoir quelque chose qui ressemble au protocole de Kyoto. Alors dans le livre aussi on discute, on n'est pas toujours tout à fait d'accord, on discute sur la manière pour faire sauter cet effet de cliquet, d'essayer d'avoir des objectifs à 2050 pour l'ensemble des pays du monde sur lesquels ils se mettraient d'accord, sans être trop précis sur la manière dont on concrétiserait ça dans le cadre d'un plan à la Kyoto à l'époque, etc. Donc je vous renvoie aussi à ça. Ce que va vous dire aussi Nick, alors ce qui moi m'a beaucoup convaincu, parce que je connais beaucoup moins que lui les problèmes des négociations climatiques, c'est qu'il n'y a pas que les engagements formels, il y a les engagements informels. Et la Chine en ce moment fait des choses pour le changement climatique. Elle met en place une politique de développement du photovoltaïque, de l'éolien, du nucléaire, etc., qui est assez ambitieuse. Et elle ne le ferait sans doute pas si on lui mettait la pression. D'où l'idée qui est importante, il y a les petits ruisseaux, feront sans doute les grandes rivières, mais il faut laisser les petits ruisseaux. Et par exemple, l'ajustement aux frontières qui est légitime, il faut peut-être l'utiliser seulement comme menace à terme lorsque les esprits seront mieux préparés à quelque chose qui serait un accord international. Voilà ce que je peux dire sur le troisième point. Donc je te laisse conclure sur les négociations internationales, qui est beaucoup plus compétent que moi. Merci Roger. Alors, j'avais le plaisir d'être à les dernières 6 conventions de CCNUCC. C'est lourd, c'est pas joli. Et les accords sont pas si forts, évidemment, mais ils sont pas vides. À Copenhague, c'était chaotique et très froid, mais on a identifié un chemin. C'était pas agréé, mais c'était identifié. À Cancun, plus ou moins, on a agréé le chemin de Copenhague. Et ça inclut le 2 degrés. À Durban, l'année dernière, on a identifié, on parle du gap, le gap entre les intentions annoncées. L'écart, okay. Je reste avec le gap. On a identifié le gap entre les intentions annoncées par les pays et le chemin qui est nécessaire pour 2 degrés. On parle de 50 probabilité de 2 degrés. On a en même temps commencé à discuter sur le sujet de division des pays en 2 parties, les riches et les pauvres. C'était commencé à la fin par les Chinois. Ils ont reconnaître que, pas immédiatement, mais il devrait un moment où il y avait une seule catégorie des pays. Et à Durban, on a décidé de régler un accord formel en 2015 pour commencer en 2020. Alors c'est trop petit, c'est trop tard. Too little, too late. Mais c'est pas vide. Ça, il y a un mouvement. Mais ces processus sont si difficiles qu'il y a les gens qui disent qu'il faut commencer en bas avec les entreprises, les pays. On ne peut pas avoir confiance de haut de bas, c'est-à-dire commencer avec les accords bien fixés, bien agréés, et puis après ça, commencer en bas.
Alors ils ont dit que le CCNUCC, c'est inutile, il faut qu'on dirige les choses avec les entreprises et les pays. À mon avis, c'est une grande erreur. Le top-down et le bottom-up, le haut en bas et le bas en haut, se renforcent. Les gens qui font les investissements, les pays qui font les choix, ils pensent que font les autres. Et si on est dans les discussions pour un accord international, on pense ce qu'on fait en bas, que sont les possibilités de changer, que sont les exemples. Alors les deux processus se renforcent, ce n'est pas un choix haut en bas ou bas en haut, il faut tous les deux. Alors le résultat, c'est beaucoup, c'est pas du tout suffisamment vite, mais il faut reconnaître que les deux ensemble sont nécessaires. Deuxième point, il ne faut pas exagérer la compétitivité. Si on a les politiques bien, un bon prix pour carbone, on peut imaginer que ça peut élever les prix industriels, les prix des biens manufacturés par 3 ou 4%. Les autres prix, beaucoup moins. Les services, beaucoup moins. Mais pour les biens manufacturés ou industriels, 3, 4, 5%. Alors, si on imagine les choix des entreprises, des délocalisations ou non, il y a dans l'autre pays un climat d'investissement qu'il faut comprendre. Il y a les forces de travail, il y a l'infrastructure, il y a les impôts. Les prix imposés de point de vue environnemental sont un seul aspect. Et si on examine les choix, si on fait une étude, on dit empirique, oui, on trouve que le mouvement des entreprises par rapport à les politiques environnementales sont très faibles. Alors, à mon avis, le problème de compétitivité, c'est beaucoup exagéré. Il faut examiner les choix, il faut être empirique. Il y a 3, 4, 5 industries. On dit aluminium, oui, aluminium, l'acier, ce aspect de papier, ciment. Il y a à peu près 5 qui sont très intensifs du point de vue d'énergie. Mais si on a tout l'aluminium du monde créé en Islande, oui, Islande, c'est pas un grand problème. C'est du bon sens. Et ça, c'est pas la fin de l'économie du Royaume-Uni, de la France, etc. Alors, à mon avis, les problèmes de compétitivité sont à peu près les graffitis. C'est pas fondé dans les analyses empiriques. Je ne voudrais pas que c'est pas du tout un problème. Je veux seulement dire que c'est un problème d'habitude exagéré. Troisième point, c'est il faut, dans le modèle que je dessine, il faut comprendre ce que font les autres. Je donne les conférences dans beaucoup de pays. Dans chaque pays, on dit que nous sommes ici, Australie, Inde, la France, nous sommes le seul pays dans le monde qui est honnête. Tous les autres sont les tricheurs. Oui? C'est même partout. Mais il faut comprendre ce que font les autres. Il faut lire le plan, le 12e plan
de 5 ans de la Chine. C'est assez ambitieux du point de vue de réduire le niveau des émissions par rapport à PIB. En même temps, le PIB accroît très rapidement. Alors, c'est pour ça que les émissions continuent à monter. Mais c'est un plan de changement. Si on voit les pays assez pauvres, Éthiopie et Bangladesh, ils ont les plans assez ambitieux. Non, le cas de Chine, c'est très important. Ils sont les plus grands pays du point de vue des émissions. Mais ils ont reconnaître les grands risques pour la Chine. C'est un pays avec les problèmes de l'eau pour 1000 ans. C'est un pays, les rivières, ça commence au Himalaya, et ça peut tout changer. C'est un pays avec la plupart des gens qui sont de la côte. Alors ils ont bien compris les risques. C'est un pays dirigé par les ingénieurs, la plupart de Tsinghua University. Dans notre pays, il y a les historiens, les gens. Mais en Chine, c'est une chose différente. Oui. Mais en même temps, ils ont compris qu'ils sont grands. Et ils sont grands de deux points de vue de ces émissions propres, mais en même temps, ils sont grands de point de vue les réactions des autres. Alors, ils commencent à changer. Comme toute l'histoire, c'est pas suffisamment vite, mais ils ont commencé. Si on examine les États-Unis, 50% de PIB des États-Unis est produit dans les cités ou les États avec les politiques qui ne sont pas si mauvais. Qu'est-ce qu'on dit Navy? La marine des États-Unis a un objectif de réduire l'origine d'énergie de 50% de non-hydrocarbone à 2020. Alors, on peut voir les changements partout et il faut les comprendre. Parce que comme ça, on a une discussion beaucoup plus coopérative et productive. Je ne veux pas dire que le changement est à une vitesse suffisamment forte. Absolument non. À ce moment, nous sommes sur un chemin qui pourrait donner probablement au moins 650 CO2 équivalents de concentration par million. Je ne veux pas dire qu'on est en bon chemin, on n'est pas en bon chemin. Mais il y a beaucoup de champs, il y a beaucoup des exemples importants de changements avec les choix des pays, les choix des entreprises. Ils anticipent les politiques et ils pensent sur le sujet de responsabilité. La réduction des émissions en Éthiopie et en Bangladesh sont de point de vue de responsabilité. Ils sont très petits du point de vue des émissions du monde, mais ils pensent de responsabilité. Ce n'est pas tout à fait absent. Alors, il y a la possibilité, mais à mon avis, les pays riches doivent reconnaître dans une manière beaucoup plus forte l'importance de l'équité. C'est une structure héritée avec pas du tout de justice. Et ça, c'est un sentiment très fort des pays en voie de développement. Et à mon avis, ils ont raison. Alors, à Cancun, le ministre de l'Environnement de l'Inde, Jairam Ramesh, il n'est pas le ministre maintenant, mais à ce moment, il est ministère de développement rural à ce moment. Mais il a introduit
l'idée de accès équitable au développement durable. C'était important. C'est une idée dynamique. C'est une idée de quand avec les responsabilités mutuelles. C'est différent que l'idée que vous, pays riches, vous devrez payer minimum, par exemple, 300 millions de dollars par an, parce que ça c'est votre milliard, 300 milliards par an, ça c'est, vous êtes obligé de faire ça, et sans ça, on ne fait rien. Ça a changé, l'atmosphère a changé, et à mon avis, les pays riches doivent créer une bonne réponse, une réponse dynamique et une réponse de partager des opportunités, des technologies et même supporter avec de l'argent. On a l'opportunité parce que la discussion a changé. À mon avis, les pays riches, on n'a pas répondu dans une manière suffisamment forte. Merci. Bien, alors je voudrais juste dire à Nextern que moi je ne sais pas pour les autres pays, mais nous en France on est très honnêtes, vraiment. Il nous reste une vingtaine de minutes pour prendre quelques questions. Je vois qu'il y en a déjà plein. Donc moi je vais devoir vous quitter, mais je propose que Julien prenne les questions et poursuive pour la fin de la réunion. Merci beaucoup. Là, voilà. Bonjour, mon nom est Saskia Messager. Je travaille pour une association qui s'occupe de la qualité de l'atmosphère. Donc, à ce titre-là, je suis là ce soir. Merci pour votre présentation, très intéressante, vos analyses pertinentes. Toutefois, je diffère de vous sur plusieurs choses. Tout d'abord, les hypothèses sur lesquelles vous êtes partis. Malgré que vous dites qu'il y a beaucoup de consensus sur oui ou non, il y a un réchauffement climatique. Je tiens à rappeler quand même, il y a pas longtemps, il y a quelques années encore, il y a 30 000 scientifiques aux États-Unis qui ont signé une pétition en disant on n'est pas tout à fait d'accord avec les analyses. Et je pense que ça relève du chose qu'on fait un amalgame entre pollution et que cette pollution peut réchauffer. Hein, on est tous d'accord que la pollution est très mauvaise et je suis le premier à l'arrêter dès le demain si on pourrait. Par contre, que ça réchauffe le climat, c'est vraiment ça se discute, hein, parce que je tiens à rappeler quelques petites, et après j'ai quand même une question pour vous. Donc les scientifiques ne sont pas unanimes. Deuxièmement, climato-sceptique, c'est un mot qui n'existe pas parce qu'on ne peut pas être sceptique du climat. On peut être sceptique sur les hypothèses sur lesquelles on développe une analyse. Par contre, le climat existe, et même il y a plusieurs climats sur Terre. Donc, amalgame, pollution, réchauffement. Hein. Je tiens à rappeler que le carbone, le CO2 qui a pris comme bouc émissaire est que seulement 0,004% de ce qui est présent dans l'atmosphère. 78% est azote, 20% c'est de l'oxygène. Ensuite, c'est la vapeur d'eau. Hein, donc, dans la responsabilité de gaz à effet de serre, 95% relève de l'eau. C'est la vapeur d'eau. Et c'est trop souvent oublié dans les médias, personne n'en parle, mais je tiens à le rappeler. Donc voilà, donc ça fait quand même pas mal de choses. Donc moi je me suis demandé aussi, est-ce que vous savez chiffrer ce que ça coûterait si on part des mauvaises bases, si vos hypothèses sur lesquelles vous avez développé donc cette urgence à agir, bon je suis d'accord avec vous, il est très urgent d'agir parce que ça pollue et vraiment, je pense qu'il y a d'autres énergies à développer que le carbone, donc il faut les diminuer, je suis entièrement d'accord avec vous. Par contre, les bases peuvent être erronées et aussi parce que
à vous dire, j'ai assisté à la Royal Society à Londres en 2010, en novembre. Il y a eu plusieurs jours de réunions avec des scientifiques où j'ai entièrement assisté. J'ai aussi. Madame, pardon, si vous oui. pouvez poser votre question, Donc, s'il vous est-ce que plaît. vous avez chiffré si vous êtes parti d'une mauvaise hypothèse? Oui. Parce que le Soleil aussi intervient D'accord. énormément dans ce qui se passe sur Terre. Alors, moi, j'ai aussi une question sur... Et deuxièmement, donc ça, parce que vous n'avez pas... Madame, s'il vous plaît, d'autres questions, parce que... oui. Beaucoup de... Juste je Une termine. question donc- juste. Non, une question simplement, parce qu'il y a beaucoup de questions dans la salle. Donc, on va prendre une question au premier rang. J'ai pas de réponse. Bonsoir, merci Dominique Overlo au Centre d'analyse stratégique. Nous cherchons au passage, et je cherche en partie à répondre à l'intervention précédente, nous sommes en train de finaliser une note sur l'opinion publique et le changement climatique, ou comment lutter contre le climato-scepticisme, et je crois qu'il y a un certain nombre de points qui pourront vous intéresser dans la note. Donc nous vous invitons pour le mois de novembre à revenir dans cette salle, le débat sera passionnant. Merci infiniment pour votre présentation. J'aurais aimé revenir sur un certain nombre de points. Le premier point est celui de la réponse des pays en voie de développement par rapport aux pays développés. La réponse qui nous vient de Rio plus 20, a été de dire qu'il fallait mettre la lutte contre la pauvreté en préalable aux questions de développement durable. C'est l'article 2 des accords de Rio plus 20. Dans le chapitre 3 de votre ouvrage, vous indiquez qu'il faut réconcilier la lutte contre le changement climatique et la lutte contre la pauvreté. Comment peut-on faire? Quelles solutions peut-on trouver? Deuxième question, par rapport à votre intervention, vous nous avez dit qu'il fallait lier ou réconcilier l'approche bottom-up et l'approche top-down. Je crois que tout le monde le désire et le souhaite. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur comment faire? Troisième question enfin, est-ce que dans un accord international futur, il ne faut pas abandonner l'idée de prolonger le protocole de Kyoto? Est-ce qu'il ne faut pas abandonner cette idée qui est pourtant chère au cœur des Européens? Oui, juste sur sa première question, je ne suis pas sûr d'avoir totalement compris, mais il est certain que, heureusement qu'il y a du gaz carbonique dans l'atmosphère. Hein. S'il n'y avait pas l'effet de serre, la température moyenne sur cette planète serait moins 18 degrés. Et donc, il est tout à fait clair que le gaz carbonique joue un rôle positif, mais qu'au-delà d'une certaine concentration, il conduit au réchauffement. Il conduit au réchauffement. Et à nouveau, sur la physique de base, il n'y a pas de discussion. Hein. Ce que fait l'effet de serre, il est compris totalement. Là où il y a des discussions, c'est sur les rétroactions. C'est lié à la vapeur d'eau. Et donc, il y a une vraie discussion scientifique. Moi, j'étais invité à l'Académie des sciences lorsqu'il y a eu le débat scientifique entre les gens. Les seuls débats entre scientifiques sérieux, c'est sur les rétroactions. Et il y avait dans la salle, tous pensaient qu'elles étaient positives et importantes, et beaucoup pensaient qu'elles étaient importantes. Il y avait dans la salle un seul scientifique qui pensait qu'elles n'étaient probablement pas positives, qui est un prof du MIT, etc. Mais c'est un avis tout à fait minoritaire. Et quant aux scientifiques qui ont signé aux États-Unis, c'est des scientifiques qui ne sont absolument pas du tout qualifiés sur les problèmes de climat. Il y a un livre tout à fait remarquable qui est paru aux éditions de Pommier, comme le nôtre, qui est la traduction de Doubt is their product, hein, ou les marchands de doute, hein, qui explique très bien le processus par lequel c'était... Écoutez, Madame, si vous pouvez plaît. poser des questions, je vous réponds. Je vous invite à lire ce livre, vous serez sans doute en désaccord. Mais... Madame, je suis économiste, je suis sceptique. Mais j'ai mis pas beaucoup de temps à m'intéresser au climat. Et je ne suis pas devenu climato-sceptique, mais je vous ai expliqué ma position. Donc voilà un petit peu pour la réponse à cette question. Si on veut examiner la science, il faut
discuté avec l'Académie des sciences de la France, la Royal Society en Angleterre. Oui, vous étiez là et je travaille assez bien avec les gens de Royal Society. Et il y a des discussions sur la manière d'expression, mais il dit que les risques sont très larges, ils sont immenses. Il faut adopter une position. Si on veut dire qu'il n'a rien à faire, il faut faire rien, c'est pas nécessaire. Il faut dire que je suis sûr que les effets sont très petits. Avec toute l'évidence théorique, empirique, c'est très difficile. C'est ridicule de dire « je suis sûr, les risques sont très petits ». Alors, on parle d'aménagement des risques. Et si on veut contredire la science, il faut dire les mots très spéciaux. Je suis sûr, les risques sont très petits. Alors, sur le problème d'intégrer la responsabilité du point de vue de climat et la croissance et la lutte contre la pauvreté, il faut reconnaître du point de vue de moyen terme que si on suit un chemin fortement carbonisé, on trouve un monde qui est très difficile pour les pays pauvres et pour les peuples pauvres. Alors, du point de vue de moyen terme, c'est un chemin très carbonisé et c'est une contradiction on peut créer un environnement si difficile qu'on arrête et reverse le développement. Alors, pour un pays qui pense sur le sujet de les prochains 20 ans, c'est un peu différent. Alors, il faut découvrir les moyens qui donnent en même temps croissance et réduction de inéquité, d'inégalité et responsabilité de point de vue climat. Dans les mots de Rio, c'est de sustainability de point de vue de l'économie, croissance, sociale, inégalité et environnementale. Ça, c'était les mots. Et c'est bien posé comme ça, à mon avis, mais il faut trouver les chemins qui donnent tous les trois. Et à mon avis, c'est absolument possible, mais il faut créer les exemples. Le plan d'Éthiopie, c'est un peu ambitieux, mais ils ont dit qu'ils ont envie d'être en 15 ans un pays à moyen revenu, middle income, et en même temps être sans accroissement du point de vue de carbone. Ils ont un plan spécifique pour faire ça. Si on voit ce qu'on fait en Bangladesh, je donne l'exemple de solaire, on dit solaire PV, oui, photovoltaïque. Oui, il y a un branche de Grameen Bank qui s'occupe, et même BRAC aussi, l'organisation non gouvernementale, qui cherche le financement de solaire photovoltaïque dans une manière très micro. Alors, à ce moment, on peut trouver l'équipement à $1 par watt. Il y a 5 ans, c'était $5 par watt. À ce prix, avec le microfinance, oui, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça très
attractif. Et ça donne de grands choix pour les gens parce qu'on n'est pas dépendant sur qu'est-ce qu'on dit, le grid. Le réseau qui est très difficile. C'est très difficile, ça ne fonctionne pas bien. Et on est dans les mains des gens qui peuvent... Oui. Alors, il y a les exemples. Ça commence. Mais il faut... c'est pour ça que l'assistance pour les pays en voie de développement peut aider à trouver les chemins comme ça. Alors, il y a l'argument de moyen terme, qui c'est pour le monde entier, mais il faut trouver les arguments au niveau des pays, des entreprises, des réseaux, des régions rurales, etc. Merci. Il y a beaucoup... mais j'ai essayé d'offrir une description de la manière de top-down et bottom-up. Il n'y a pas une formule, il faut continuer. C'est pas la peine d'abandonner Kyoto. Kyoto a marché sur le doigt de l'Union européenne. Ça continue. Il y a les gens dans l'Union européenne qui ont envie de vendre, d'acheter. Il y a les gens des pays en voie de développement qui ont envie de vendre. Ça va continuer, mais ça c'est pas une grande chose mondiale. Mais c'est pas la peine d'abandonner parce que c'est un mécanisme européen essentiellement. Merci. Avant de vous donner la parole, j'ai une question d'un internaute qui me semble assez intéressante. Est-ce qu'on peut concilier une économie décarbonée avec la croissance? Bien sûr. Bien sûr. Il faut couper le lien entre énergie et émission. Et on sait le faire. Il y a le nucléaire, il y a le solaire, il y a le vent, etc. On peut le faire, on sait le faire et on va découvrir beaucoup des choses. Mais ce n'est pas le chemin à maintenant. Mais à mon avis, essayer d'avoir de croissance carbonisée au moyen terme, c'est ça la contradiction. Et on peut aller assez vite. C'était 15 ans pour la France de créer le système nucléaire d'électricité. Si on voit la substitution de gaz pour coal, est-ce carbone, hein? Charbon. Et si on voit la substitution entre gaz et charbon en États-Unis, ça peut aller très vite. Alors, si on fait la décision, on peut aller vite. Et à mon avis, on trouve par innovation, investissement de croissance. C'est l'autre racine qui est contre la croissance. Bonsoir. Henri Rees, je suis secrétaire général de Énergie franco-allemande. J'ai une question pour Lord Reinhardt, c'est un collègue de vous, mais Lord Stern dans ce cas. Des Lib Dems. Non, Lord Reinhardt, il est Lib Dem. Vous êtes... Je suis sans parti. D'accord, très bien. Peut-être c'est très sage. Alors, ma question maintenant, moi je suis ingénieur, vous avez déjà évoqué les ingénieurs chinois. Est-ce qu'on n'a pas besoin, comme humain, des projets un peu phares? Je m'explique. Votre chose avec le CO2, les taxes, je comprends tout ça, mais c'est apparemment pas très sexy parce que ça marche pas très bien. Et est-ce qu'on n'a pas besoin, par exemple, la bombe contre Adolf Hitler? Ça, c'est un projet pour finir la guerre. Les fusées pour aller Kennedy à la Lune, très bien. Aussi le nucléaire, surtout en France, pour un certain temps, c'était très populaire. Est-ce qu'on n'a pas besoin, par exemple, un projet, vous avez déjà évoqué le photovoltaïque, comme Desertec, un projet un peu international allemand, ou français Medgrid, mais là on apprend Siemens, hier c'était annoncé, après 3 ans, ils ont déjà... À la fin de cette année, ils vont quitter de ça. Alors, ma question concrète, c'est qu'on n'a pas besoin de ces projets phares, par exemple comme Desertec ou Medgrid,
Mais là, vous avez évoqué votre politique. Alors, Chris Huhn, Desertec, il n'a jamais parlé de ça. Et Davy, on a essayé de lui démarcher un peu, mais ce n'est pas évident. Et par exemple, mais ça c'est vraiment dernière phrase, on va organiser une conférence au ministère des Finances cette année en printemps. Et le responsable qui nous a gentiment invités nous a dit, Monsieur Besson, l'ancien ministre de l'Énergie, et le ministre allemand de Technologie, Rösler, ne s'est jamais concentré sur cette thématique. Ça, pour moi, c'est une catastrophe. Oui, peut-être on peut rappeler ce que c'est que Desertec. C'est donc ce projet d'installer en Afrique du Nord, dans le désert du Sahara, une centrale solaire géante avec des capteurs évidemment photovoltaïques et qui serait en mesure d'acheminer une quantité d'électricité assez considérable pour l'Union européenne. Mais évidemment, tout ça a un coût assez gigantesque. Voilà. À mon avis, ce n'est pas un ou l'autre. Il y a la plupart des investissements dans une économie, c'est dans le secteur privé. Ils voient les régulations, ils voient les prix, ils voient les coûts. Il faut avoir confiance du chemin. Et on peut voir maintenant les prix. Il faut tous les deux. Alors, un projet phare ne peut pas en seul donner cette confiance du trajectoire des politiques. En même temps, le projet phare peut découvrir les choses, peut monter à l'échelle nécessaire. Et je suis tout à fait pro le Desertec. Mais, à mon avis, c'est une erreur de dire que c'est seulement par ces projets qu'on peut changer les choses. Premièrement, c'est les incitations et la confiance des investisseurs, des gens qui font les investissements. Et ça, c'est la première chose. Mais il faut essayer toutes les choses. On dit pas, il n'y a pas un silver bullet pour ça. Mais à mon avis, au centre, c'est les politiques qu'on a essayé à décrire. Mais en même temps, à mon avis, il faudrait les grands investissements sur recherche et développement. Il y a le grand progrès du point de vue, on dit les batteries. Il y a le grand progrès, mais ce n'est pas du tout suffisamment. Alors on peut imaginer beaucoup de recherches fondamentales et appliquées dans les universités, entre les universités et les entreprises. Les exemples comme ça, à mon avis, ça c'est le projet d'importance particulière, de découvrir les choses qui sont très nécessaires du point de vue d'avancer pour les renouvelables, pour l'efficace utilisation de l'électricité. Non, juste une petite remarque, la question n'était pas adressée, mais il se trouve que j'ai discuté assez longuement récemment avec des physiciens spécialistes de l'énergie photovoltaïque qui dit que le photovoltaïque localisé, là on met des panneaux et ça vous chauffe, etc., ça c'est sur une trajectoire très, très ascendante, mais que le transport de l'électricité photovoltaïque, pour l'instant, on est encore pas mal dans l'obscurité. Mais je ne sais pas, hein, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais. Donc j'avais l'impression que la rupture technologique nécessaire n'avait pas été faite. Voilà. Madame derrière, vous voulez poser une question? Merci Claire Tutenuy, Entreprise pour l'environnement. Merci beaucoup pour vos interprétations. J'aurais voulu vous poser une question sur la troisième partie des négociations climatiques et notamment sur une catégorie de pays qui, un peu comme les pays en développement, sont très réticents à rentrer dans des accords mondiaux sur le climat et qui sont les pays dont l'économie dépend essentiellement des énergies fossiles, que ce soit la Russie, le Moyen-Orient ou d'autres pays charbonniers riches en charbon. Dans le cadre de l'ONU, de la Convention climat, où on a besoin d'unanimité, est-il envisageable
d'obtenir l'accord de ces pays sans leur donner des compensations, ou quelles compensations peut-on envisager, ou comment est-ce qu'on peut imaginer d'obtenir l'accord de cette catégorie de pays? On voit qu'aux États-Unis, le charbon va décliner au profit du gaz, mais l'économie locale, globale des États-Unis en profite beaucoup. Mais c'est moins le cas sans doute dans ces pays Russie ou Moyen-Orient. Et comment est-ce que vous voyez la conférence de Doha se présenter, puisque justement elle a lieu au Moyen-Orient? À la fin, à mon avis, probablement il y aura un accord sans unanimité. C'est trop difficile pour les raisons que vous avez décrites. Et à la fin, c'est pas nécessaire d'avoir unanimité parce qu'on peut contrôler la demande pour les hydrocarbones par les prix, par les régulations, etc. Et à la fin, ça c'est la chose la plus importante, où on dit CCS, la capture de carbone, et on peut, et il faut examiner et développer la capture de carbone. Sans ça, on ne peut pas utiliser tous les réserves de hydrocarbone qu'on a déjà découvert. Peut-être un maximum un demi. Oui? Alors, la chose la plus importante, c'est soit le capture carbone ou réduire dans une manière fondamentale la demande. À ce moment, les gens qui sont sur l'autre côté du marché, c'est la vie. Non, juste un point, je crois que c'est effectivement pas assez difficile de réconcilier les intérêts des détenteurs de ressources fossiles et une politique climatique. D'ailleurs, ils sont en général relativement hostiles aux politiques climatiques parce qu'ils comprennent bien ça. Maintenant, il y a des tas de ces choses sont compliquées. Hein. Le paradoxe vert est aussi dans le paysage et c'est des choses différentes. Mais il est évident qu'il y a une contradiction. Moi, je crois, à un niveau fondamental, il y a une certaine contradiction entre les intérêts des pays producteurs de charbon, de pétrole et une politique climatique qui serait très efficace. Sauf évidemment si on invente la capture du carbone à grande échelle, qui à nouveau n'est pas du tout assurée du point de vue technologique. C'est du point de vue de coût. On peut le faire. Si on perd 1% ou 5%, c'est beaucoup mieux que 100%. Le stockage à grande échelle. Oui. C'est un autre sujet. Mais il faut reconnaître qu'on peut trouver en Abu Dhabi le Mazda. Les Norvégiens sont assez enlightened, éclairés. Oui, mais c'est pas grand-chose. Oui. Merci. On va prendre aussi une question dans l'autre salle, parce que je crois qu'il y a des... Ah, d'abord monsieur. Bonjour, Michel Lepetit, The Shift Project. Une question sur l'accord ou la proposition des Européens d'intégrer le transport aérien dans le système des quotas. Est-ce que l'échec, ou en tout cas la difficulté qu'on semble avoir à vouloir intégrer le transport aérien, est-ce que c'est rédhibitoire ou est-ce qu'il y a une solution que les économistes pourraient proposer aux pays qui s'opposent, comme la Chine ou les États-Unis, à ce mécanisme? Est-ce que vous avez des solutions pour faire avancer ce qui pourrait être exemplaire au niveau planétaire? Moi, j'ai pas de solution, mais j'ai pas réfléchi, donc peut-être en réfléchissant. Mais je suis sûr que Nick a une solution. À mon avis, l'Union européenne a raison d'insister. Et il n'y aura pas un accord immédiat. Mais
si on prend le temps, je travaille beaucoup avec les Chinois. J'ai participé dans la création de deuxième plan. Il comprend pourquoi. Alors, à mon avis, il faut continuer, peut-être donner un peu plus de temps, mais c'est une bonne idée. Et à la fin, peut-être on peut être là. Une question donc dans l'autre salle. Bonsoir, Jean-Victor Eck. Je voudrais revenir sur l'argument économique pour l'action. Il ne me semble pas qu'il y ait eu d'éléments quantitatifs donnés. Est-ce qu'on est capable, mettons à horizon 2050 par exemple, de quantifier en pourcentage du PIB combien ça coûterait de ne pas agir, donc combien on perdrait du PIB mondial, et puis peut-être de mettre en face quel pourcentage du PIB mondial on consacrerait à se mettre sur une trajectoire de degrés. Tu compléteras. Alors, la question a été, on n'est pas entré dans le détail des techniques, mais la question a été évoquée. En particulier, c'est le cœur du rapport Stern, la Stern Review. Il y a des évaluations des pertes de PIB, qui concernent les dommages les plus faciles à évaluer, parce que ce sont des dommages marchands, c'est beaucoup plus difficile avec les dommages non marchands. Et il y a dans le rapport qu'a dirigé Nick Stern, il y a vraiment une évaluation de tous les dommages selon les différents scénarios et avec les probabilités qui sont celles que l'on peut tirer du savoir climatique. Et donc, ce calcul économique a bien été fait. Maintenant, je crois que Nick le reconnaît lui-même, il n'est pas complet. Il néglige toute une série de dimensions non marchandes. Il néglige aussi le concernement éthique pour les générations futures, qui est aussi important et qui conduit d'ailleurs à modifier l'idée qu'on a du taux d'actualisation. Il faut tenir compte du prix relatif auquel se modifie le prix des biens non marchands, et qui vient contrecarrer le taux d'actualisation. Donc il y a toute une série d'études économiques sur ce sujet. Je ne sais pas si on peut en dire beaucoup plus. Ça mériterait évidemment un débat que tu as eu sûrement un certain nombre de fois. Donc. Si je comprends, c'est les coûts d'inaction, la question. Oui, inaction. Oui, à 2050, ils sont significants, mais il faut reconnaître qu'il y a les délais. Ce qu'on a déjà fait, ce qu'on va faire dans les 10 ou 20 ans qui arrivent, a les effets avec un délai. Alors, on peut affecter d'ici 250, mais pas changer les choses. Mais les bénéfices arrivent un peu plus tard parce qu'il y a les grands délais dans les systèmes. Mais quand même, les coûts d'inaction arrivent à 2050. C'est difficile à donner un numéro exact, mais à mon avis, on peut perdre 3, 4, 5 comme pourcentage de PIB, mais les plus grands bénéfices arrivent beaucoup plus tard, d'action arrivent beaucoup plus tard que ça. J'ai une question également d'un internaute. Est-ce que la lutte contre le réchauffement climatique doit-elle conduire à remettre en cause le processus de mondialisation tel qu'elle se fait aujourd'hui? Est-ce qu'il faut aller vers une économie de plus en plus localisée, relocaliser l'économie et faire en sorte que la production soit la plus proche des consommateurs? Je crois que c'est essentiellement indépendant. Maintenant, on peut avoir une économie
poursuivant le processus de mondialisation et dans lequel il y a une certaine sobriété en carbone. Alors on pourrait imaginer une économie complètement qui deviendrait autarcique un peu partout et on n'échangerait pas. Ça diminuerait probablement l'empreinte carbone également. Mais je crois que les scénarios que l'on décrit d'une politique climatique réussie sont un peu orthogonaux à la mondialisation, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près la même à l'intensité de la mondialisation et à l'intensité de son évolution. Je crois qu'ils sont un petit peu orthogonaux à mon avis, mais je ne sais pas si c'est ton avis. Au fond, il faut couper le lien entre l'énergie et les émissions. On peut avoir l'énergie montant et la demande d'énergie avec le développement devrait monter. Alors, c'est essentiel à couper le lien entre l'énergie et émissions. Avec ça, on peut avoir de mondialisation continue. Le point second, c'est que s'il y avait, par exemple, en Europe, un bon marché d'électricité, alors encore d'intégration avec le marché de l'Afrique du Nord. Alors ça, c'est un accroissement du point de vue des changements des biens de commerce en électricité. Alors, on ne peut pas donner un réponse absolue. À mon avis, on a beaucoup besoin dans le monde des marchés d'électricité beaucoup plus intégrés. Ça, c'est à peu près le projet Desertec. Merci. On va prendre peut-être une dernière question. Oui. Bonjour, Antoine de Pierrefeu, je suis écrivain. Et je me demandais si ces sujets, vous avez bien évoqué les risques liés aux enjeux climatiques et les innovations. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un manque de communication très vulgarisée envers l'ensemble des acteurs de la société qui leur permettrait de comprendre ces sujets complexes d'une façon extrêmement simple et qui les touche pour les inciter à agir? À mon avis, vous avez touché la question, une des questions centrales. On n'a pas, il n'y avait pas suffisamment de succès à expliquer ces risques. Si on parle de risques, si on dit qu'on n'est pas sûr, mais l'hypothèse la plus mauvaise, c'est que les risques sont petits ou nuls. Mais si on parle d'incertitude, les gens peuvent dire que alors vous ne comprenez pas les effets. Mais évidemment, on ne peut pas être sûr. Alors, l'incertitude, les psychologistes travaillent beaucoup sur ça. L'incertitude, c'est un des plus difficiles problèmes pour comprendre et trouver les politiques rationnelles. Deuxième problème pour la communication, c'est les effets sont après beaucoup de temps. Les effets sont long terme. Troisième problème de communication, c'est un bien public. Il y a beaucoup de gens en Royaume-Uni qui disent que nous sommes 2% des émissions mondiales. Les trois problèmes, incertitude, les effets de long terme et l'économie de biens publics. Pour moi, ça donne une grande difficulté pour communiquer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut essayer à trouver les bons exemples, les méthodes pour communication. J'ai essayé, vous m'avez dit aujourd'hui, ça c'est
ça c'est mon attempt. Ça c'est mon essai à expliquer. Mais ce sujet, examiné, expliqué dans une manière honnête et compréhensible, ça c'est un problème pour nous tous, pour les journalistes, pour les gens de science, pour nous économistes. Et on ne parle pas suffisamment sur ça. Non, comme c'est la dernière question, je voudrais peut-être rajouter un mot pour dire que nous sommes tout à fait d'accord avec vous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a écrit ce livre. Et on espère, et on espère qu'après l'avoir lu, vous trouverez qu'on a réussi à communiquer un petit peu de ce qu'on a appris peu à peu sur ce sujet. Merci infiniment. Je rappellerai juste le titre donc de votre ouvrage, « 2 économistes face aux enjeux climatiques » aux éditions du Pommier. Merci encore et bonne soirée.